En Iran, l'heure est désormais à une instabilité profonde et systémique, alors que les troubles civils dans les rues du pays prennent une ampleur inédite, marquant un tournant potentiellement irréversible pour le régime de Téhéran. La situation humanitaire, dégradée par des tensions qui ne cessent de croître, atteint un point de rupture où la question de la subsistance quotidienne occulte désormais toute considération idéologique. Car, comme le rappellent les observateurs de la région, lorsqu'un peuple n'a plus de quoi se nourrir, il finit par rejeter toute forme de gouvernance établie. Bienvenue dans ce dossier spécial de Chronique militaire où nous analysons un basculement géopolitique majeur. L'Iran semble être en train de reculer sur tous les fronts, de manière spectaculaire et inattendue. En effet, seulement 4 jours après la mise en place d'un blocus rigoureux par les États-Unis, Téhéran a pris le monde de court en annonçant l'ouverture complète du détroit d'Ormuz, l'annulation pure et simple de son programme nucléaire et la restitution de la totalité de son stock d'uranium enrichi. Si ces annonces sont confirmées dans les faits, nous assistons à ce que les analystes militaires qualifient déjà de reddition totale, une capitulation obtenue en un temps record de 96 heures, provoquant une onde de choc chez les partisans les plus radicaux du régime qui, déconcertés par cette volte-face, commencent à élever la voix contre leur propre gouvernement. Ces derniers perçoivent cette décision non pas comme une manœuvre stratégique, mais comme un abandon pur et simple de la souveraineté nationale face à la pression de Washington. Pour comprendre la genèse de ce séisme, il convient d'examiner les détails des récentes déclarations officielles, notamment celles émanant du président Donald Trump qui a affirmé que l'Iran venait de déclarer le détroit d'Ormuz totalement ouvert et prêt pour un passage sans restriction du trafic maritime international. Dans ses propos, le président américain a suggéré que Téhéran se référait désormais au passage comme étant le détroit d'Iran. Une sémantique qui, si elle était confirmée, ne manquerait pas de provoquer l'ire des autres pays du Golfe, farouchement attachés à la dénomination historique et internationale de ce bras de mer stratégique. Par ailleurs, la Maison-Blanche a précisé que l'Iran était en train de procéder, avec l'assistance technique des États-Unis, au déminage complet des eaux du détroit, ce qui permettrait aux navires commerciaux de reprendre leur route de navigation habituelle, au centre du chenal, comme c'était le cas avant le déclenchement des hostilités. Cependant, la situation sur le terrain reste empreinte d'une certaine confusion, car les déclarations officielles iraniennes semblent contredire la version américaine sur des points essentiels, soulevant la question cruciale de savoir qui, de Washington ou de Téhéran, travestit la réalité des faits. En examinant de plus près la déclaration du ministre iranien des Affaires étrangères, celui-ci affirme que, dans la lignée du cessez-le-feu en vigueur au Liban, le passage de tous les navires commerciaux par le détroit d'Ormuz est déclaré ouvert uniquement pour la durée restante du dit cessez-le-feu, et via des routes coordonnées préalablement annoncées. Cette nuance est capitale, car elle implique 2 conditions restrictives. D'une part, l'ouverture pourrait n'être que temporaire, le cessez-le-feu arrivant à échéance dans environ 5 jours, ce qui laisserait planer la menace d'une reprise des attaques contre les navires si aucun accord de prolongation n'est trouvé d'ici mardi prochain. D'autre part, la mention de route coordonnée renvoie à un itinéraire spécifique utilisé par la garde révolutionnaire, passant derrière les îles iraniennes d'Arak et de Keshm, ce qui diffère sensiblement des voies de navigation internationale conventionnelles. Pour démêler le vrai du faux, l'analyse des données de trafic maritime en temps réel, notamment le système d'identification automatique connu sous le nom d'AIS, apporte des éclairages décisifs. On a pu observer ce matin qu'un pétrolier grec, transportant environ 2 millions de barils de brut en provenance d'Arabie Saoudite ou de Bahreïn, a franchi le détroit d'Ormuz. Bien que son transpondeur AIS ait été éteint pour des raisons de sécurité, les trajectoires observées suggèrent qu'il a emprunté la route normale, en plein milieu du détroit, et ce, avant même l'annonce officielle iranienne. Plus probant encore, un navire de croisière ayant quitté le port de Dubaï quelques minutes seulement avant la diffusion du communiqué de Téhéran a été localisé, empruntant les voies habituelles avec son système AIS pleinement activé, ne cherchant aucunement à dissimuler sa position. Ce comportement indique que le trafic reprend de facto les routes préexistantes à la crise, ce qui tend à démontrer que les restrictions de routes coordonnées évoquées par Téhéran ne sont pas appliquées ou sont déjà caduques, suggérant que le régime iranien tente de sauver la face en présentant une réalité qu'il ne contrôle plus totalement. Le moteur principal de ce recul iranien massif est sans conteste l'efficacité dévastatrice du blocus imposé par le commandement central des États-Unis. Comme l'ont souligné les autorités militaires américaines, l'économie iranienne est une économie maritime par essence, dépendante à 90% du commerce transitant par le détroit d'Ormuz et le golfe d'Oman.
En verrouillant ses accès pendant 4 jours, la marine américaine a paralysé l'appareil productif du pays. Aucun navire n'entre, aucun navire ne sort. Cette asphyxie économique immédiate a placé le régime dans une position de vulnérabilité absolue, le contraignant à abandonner ses leviers d'influence habituels pour tenter de négocier un droit de survie, alors que les coffres de l'État sont vides. Sur les marchés mondiaux, cette perspective de réouverture a entraîné une chute brutale des cours du pétrole, le baril repassant sous la barre des 90 $. Fait notable, l'Iran a accepté d'ouvrir le détroit sans obtenir au préalable la levée du blocus de ses propres ports par les États-Unis, ce qui souligne le déséquilibre flagrant des rapports de force actuels. Le Pentagone a d'ailleurs réitéré sa posture de fermeté, affirmant que ses forces sont prêtes à frapper les infrastructures critiques, notamment énergétiques et électriques, à la moindre provocation, soulignant qu'il dispose d'un niveau de renseignement et de puissance de feu sans précédent. Selon les derniers rapports, 14 navires iraniens ont tenté de forcer le blocus au cours des dernières 48 heures, mais tous ont été interceptés ou contraints de faire demi-tour par la marine américaine, qui a diffusé des images de ces opérations pour asseoir sa domination psychologique. Au-delà de l'aspect maritime, l'autre volet de cette capitulation concerne le programme nucléaire. Donald Trump a affirmé que l'Iran s'était engagé à ne plus jamais fermer le détroit d'Ormuz et à renoncer à son uranium enrichi, évoquant même la récupération de ce qu'il a appelé la poussière nucléaire par des bombardiers B-2. Ce terme semble désigner les quelques 400 kg d'uranium enrichi à 60%, stocké notamment sur le site d'Ispahan, un niveau de pureté proche de la qualité militaire qui permettrait la fabrication d'une arme atomique en un temps très court, estimé à 1 ou 2 mois. La remise de ce stock, ainsi que de près de 2000 livres d'uranium à des degrés d'enrichissement moindres, constituerait un démantèlement de facto des capacités de dissuasion de Téhéran. En coulisses, des négociations intenses se dérouleraient à Islamabad, au Pakistan, pour finaliser les termes de cet accord. Des rapports contradictoires circulent sur une éventuelle compensation financière. Certaines sources évoquent le dégel de 20 milliards de dollars d'avoirs iraniens en échange de l'uranium, tandis que la Maison-Blanche dément catégoriquement tout versement d'argent, qu'il s'agisse de fonds américains ou d'actifs gelés. Pour le régime iranien, l'accès à ces fonds représente une bouée de sauvetage vitale pour payer les fonctionnaires, maintenir l'ordre et tenter de stabiliser une monnaie en chute libre. Mais l'inflexibilité affichée par Washington suggère que le prix de la survie sera une reddition sans conditions financières immédiates. À long terme, l'influence de l'Iran sur le détroit d'Ormuz semble s'étioler de manière structurelle. Les pays voisins, échaudés par le chantage économique et le terrorisme maritime pratiqué par Téhéran, accélèrent leur stratégie de contournement. L'Arabie saoudite a déjà redirigé 40% de ses exportations via un oléoduc traversant son territoire vers la mer Rouge, tandis que les Émirats arabes unis utilisent une conduite reliant leurs champs pétroliers directement au golfe d'Oman, évitant ainsi le passage par le détroit. L'Irak projette également des infrastructures vers l'Europe pour s'affranchir de la dépendance au golfe Persique. Ces développements signifient qu'à l'avenir, la carte maîtresse du blocage d'Ormuz perdra de sa superbe, privant l'Iran de son principal outil de pression géopolitique. En conclusion, ce qui se joue actuellement à Téhéran dépasse le cadre d'une simple crise diplomatique ou militaire. Le pays fait face à une rupture profonde entre sa direction politique et sa base sociale, exacerbée par un effondrement économique qui rappelle les prémices de la révolution de 1979. Lorsque l'État perd sa capacité à financer son propre appareil de sécurité et que la population est confrontée à la faim, le contrôle politique devient illusoire. L'Iran n'est pas seulement acculé dans le détroit d'Ormuz, il est pris au piège d'une spirale interne où chaque recul à l'international fragilise un peu plus l'autorité domestique. Les prochaines heures seront déterminantes pour savoir si ce processus de retrait se transformera en un effondrement total du système actuel ou si une renégociation de dernière minute pourra offrir un répit précaire à un régime plus contesté que jamais.